nous sommes sur le live de 14 heures. Donc, nous sommes avec Niambélé. Nous avons un spécialiste du climat qui va nous rejoindre juste après. Entre deux, nous avons des vidéos, une en tout cas pour l'instant, et nous attendons la deuxième vidéo de nos spécialistes en fait du terrain, dont un est à Goma, l'autre à Uvira. Et on va commencer par vous montrer en fait les vidéos qui correspondent à leur sujet. Donc, on va commencer par celle de Philippe, qui est un de nos collaborateurs en fait. Et Niambélé, est-ce que tu peux partager les dias, s'il te plaît, qu'on puisse présenter bien nos invités? Ok. Ou bien je vais partager moi, si tu veux. Je l'ai ici. Alors, reste sur la vidéo, moi je vais partager. Et puis, et donc, Ok, c'est parti. Ok, comme l'a introduit Madame Virginie, ça c'est la session qui concerne des amis et collègues de Uvira qui parleront de climat et aussi bon, de la catastrophe qui a frappé tout récemment aussi la région de Goma, avec l'éruption du volcan qui a occasionné beaucoup de déplacés, donc qui se sont retrouvés du jour au lendemain en situation de réfugiés et qui progressivement, après l'accalmie du volcan, progressivement reviennent à leur lieu d'habitation petit à petit, en famille. C'est notre ami Philippe qui, dans une vidéo, est revenu sur les lieux pour essayer de nous montrer voilà, comment les gens s'organisent à revenir, comment l'État a intervenu dans la gestion de cette catastrophe. Et aussi, bon, comment lui aussi, il a dans une organisation, il pense s'organiser pour venir en aide à ces familles. Donc, c'est beaucoup de familles. Il y a Félix aussi qui est dans la même thématique. Donc, on va passer la vidéo de Philippe. Donc, il va expliquer un peu comment il a vécu, comment, et pour nous témoigner du retour de comment les gens sont revenus, se sont organisés pour partir, ils reviennent petit à petit. Et juste après Niambélé, nous allons avoir Monsieur Bédé qui est en train de rentrer sur le live, qui est un invité surprise, qui est administrateur général de l'Observatoire national du changement climatique. Donc voilà, Absolument. qui est au Burkina Faso. Maintenant, on va vous passer la vidéo de Philippe, qui est un de nos collaborateurs, qui va vous expliquer la situation de Goma. À bientôt. Je vous laisse.
Donc, comme vous le voyez là, nous sommes Monsieur Philippe Kakule-Mastaki. Nous intervenons dans le cadre du forum organisé par l'organisation Génération Matrix, qui est un consortium de beaucoup d'organisations, dont notre organisation Humanité Plus est membre. Et nous sommes ici pour parler de la gestion des catastrophes qui a eu lieu. Et comme vous le voyez déjà, là, nous sommes dans une parcelle telle que limitée comme ça, de quelqu'un qui voudrait bien, il y a seulement peut-être 2 semaines ou 3 semaines qu'il y a eu éruption volcanique et les gens veulent déjà occuper. Comme vous le voyez là-bas, c'est des limites que les gens sont en train déjà de se faire d'une façon qu'ils le prévoient, en ce sens qu'il n'y a pas vraiment un organisme de gestion. Un organisme de gestion des catastrophes naturelles. Parce qu'en autre sens, s'il y avait une organisation de gestion, un organisme de gestion, il devait y avoir logiquement ici un organisme qui devait venir en collaboration avec le service qui est chargé d'observer le volcan qui est entré il y a quelques jours en éruption. On devait logiquement venir organiser ce que les gens doivent observer comme temps avant d'occuper. Et s'il s'agit qu'après quelques jours, il y aura des localisations de la population, ça devait se faire aussi de sorte que la population ne doit pas occuper au jour d'aujourd'hui. Mais comme vous le voyez déjà, les gens sont en train de venir pour chercher à occuper. Donc, ce que nous sommes en train de dire, qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas eu jusque-là un organisme de gestion des catastrophes naturelles. Et pour cela, nous tenons, comme le président de la République qui est passé par ici il y a 2 jours et qui a promis qu'il y aura une agence de gestion des catastrophes qui sera instituée. Nous les remercions pour cette prise de position et nous tenons à ce que cela soit vraiment bien planifié et que ça puisse avoir existence dans les jours à venir comme il a bien promis. Comme vous le voyez derrière nous là, le volcan en question, au niveau de là, ce que vous voyez, et derrière nous, vous voyez déjà qu'il y a déjà une route déjà qui est déjà programmée et les gens sont là-bas en train de passer et en train de se diriger chez eux pour passer nuit. Donc nous vous disons que rien n'est organisé ici, en ce sens que le cycle que doit logiquement suivre la gestion des catastrophes, ici, il n'y en a pas. Il n'y en a pas en ce sens qu'avant que les gens ne viennent occuper, il devait logiquement venir le service qui devait suivre d'abord l'état de ce qu'il y a, comme vous êtes en train de le voir. Il y a encore la fumée qui sort de quelques endroits et nous faisons savoir qu'il y a 2 jours, successivement, et même la nuit d'aujourd'hui, il y a eu une forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Goma et que pour occuper des endroits qui sont comme ça, ce n'est pas qu'après 2 jours, on peut directement occuper. Donc, le gouvernement, en fait, plein de bonnes intentions, a dit qu'il y aura une institution d'un organisme qui sera chargé, qui va suivre en fait, les catastrophes. Et nous le disons, c'est parce que nous avons aussi été dans le cadre d'un réseau organisé toujours par le consortium de Régénération Matrix. Nous avons été à Nouvira. À Nouvira aussi, il y a eu, parce que les réseaux dans lesquels nous travaillons, il faut que nous puissions les souligner, c'est le réseau Angel et Régénération Matrix, qui est un consortium aussi, qui regroupe beaucoup d'organisations ici en République démocratique du Congo.
là aussi, et c'était l'année passée, en 2020, il y a eu le lac Tanganyika, oui, a dévasté beaucoup de parcelles de gens là-bas, et laquelle dévastation n'a jamais eu de solution jusqu'à aujourd'hui, en ce sens qu'on ne pense même pas, enfin, du point de vue gouvernement, le gouvernement ne pense même pas à intervenir pour ce qui est de problèmes liés à la vie de gens qui sont en souffrance de ce côté-là. Donc, comme vous êtes en train de les constater de vous-même, c'est ce qu'il y a. Nous ne pouvons pas vraiment aller très loin. Il y a des gens qui veulent déjà occuper. Et si nous sommes intervenus jusqu'à ce niveau et passer notre intervention en ces lieux, c'est parce que nous avons voulu que le monde puisse réellement se rendre compte de ce qui s'est passé réellement. Et ça s'est limité donc à ce niveau-là, mais que l'autre éruption qu'il y a eu en 2002, et ça nous le disons, tout ce que vous voyez comme maison là, et même ici les maisons qui ont été saccagées ici, n'existaient pas en ce sens que le volcan avait pris la direction que nous pointons et jusqu'au lac. Après l'antenne ici, derrière, vous voyez d'autres antennes un peu loin là-bas. C'est le mont Goma. Et ici, nous sommes au moins à un niveau élevé par rapport au mont Goma. C'est pourquoi vous voyez ça. Vous voyez ça en bas par rapport à là où nous trouvons. Et si nous nous tournons de l'autre côté, nous vous montrons le volcan en question. Le volcan en question, le Nyamulagira, où il y a quelque part aussi là où là ce n'est pas, c'est au niveau des frontières avec le Rwanda. Mais ici, derrière, il y a aussi le volcan Nyiragongo. Donc comme vous ne le voyez pas bien, il y a 2 ou 3 montagnes, ici même, 3 volcans qui se suivent. Comme on l'a dit que c'était le volcan Nyamuragira qui était en éruption et Nyamuragira qui a déversé à travers le volcan Nyiragongo sa lave pour que ça puisse détruire toute la partie que vous êtes en train de voir ici. C'est donc ça un peu la réalité que les gens ont vécu ici. Nous étions en train de dire qu'il n'y a pas de gestion, en ce sens que tout se prépare et tout se fait suivre. Hein. Et tout se fait suivre parce que rien ne se fait au hasard, en ce sens qu'il y a des étapes bien entendu de gestion de catastrophes. Donc, il y a le fait qu'il doit y avoir d'abord, avant qu'il n'y ait même des catastrophes, des mesures d'atténuation qui consistent à la réduction ou la limitation de l'impact négatif des aléas, mieux des risques et des catastrophes, et la prévention qui recouvre toute action visant à réduire les risques ou à atténuer les conséquences préjudiciables d'une catastrophe pour les personnes et pour les animaux, l'environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel. Il y a le cycle de réparation qui est l'état de préparation, la capacité des moyens humains et matériels, des structures, des communautés et des organisations permettant d'assurer une réaction par rapport à ce qu'il y a eu. Et par réaction qui est aussi une des étapes du cycle de gestion, c'est la fourniture d'urgence et l'assistance publique pendant ou immédiatement après une catastrophe, en fait de sauver des vies humaines, des animaux et réduire les impacts sur la santé des êtres humains. Et par redressement, c'est la restauration
c'est la restauration, l'amélioration, l'installation des moyens de subsistance et des conditions de vie des communautés touchées par des catastrophes, y compris les efforts visant à réduire les facteurs de risque. Ces quatre phases sont utilisées comme cadre pour planifier, organiser le processus et les politiques et les procédures intervenant dans la gestion d'une catastrophe, y compris la réduction des risques. Ces phases ne sont pas toujours distinctes, mais sont imbriquées en cycle continu. En cycle continu, en ce sens que on doit savoir, comme il y a eu ceci, comme il y a eu cela, qu'est-ce que nous devons faire. Mais ça n'a pas été le cas ici. Et comme vous le voyez, les gens sont en train de s'organiser. Comme il y a déjà une route qui a été déjà tracée, il y a déjà des gens qui prévoient déjà de venir occuper demain après-demain selon les parcelles et les limites qu'il y avait déjà dans les temps passés. Parce que chacun connaît son milieu, chacun connaît là où il habitait. Facilement, il y a des endroits où on se retrouve facilement. Il y a certaines personnes qui se retrouvent facilement, qui retrouvent leur parcelle et ils sont en train de venir travailler. Et comme vous le voyez un peu loin là-bas, il y a une dame avec ses enfants qui sont aussi en train de faire. Donc, si ça ne pouvait pas prendre 2 jours ou 3, 4 jours, le président, bon, actuellement nous savons qu'il est à Beni, où aussi il est parti se rendre compte de ce qu'il y a là-bas par rapport aux tueries que le monde connaît, de tout ce qui se passe là-bas. Et s'il était déjà à Kinshasa, nous aurions bien souhaité qu'il fasse ça aussi, que cette question de l'institution d'un organisme chargé de gestion des catastrophes naturelles, que ça devait être déjà quelque chose de rapide pour qu'on puisse envoyer des gens ici. Qu'on puisse envoyer des gens ici pour gérer tout ce qu'il y a. Et ce que vous êtes en train de voir, si notre doigt se limite à ce niveau de ces tracteurs que vous voyez là-bas, il y a au moins autant de kilomètres pour qu'on arrive jusque là où il y a ces collines de montagnes là-bas, et partout là-bas ça s'est passé. C'est parce qu'on n'a pas aussi assez de temps pour arriver partout là-bas. Partout là-bas, il y a des pierres comme ça, qui avant de se solidifier, c'était des laves, des liquides donc. En contact avec l'oxygène, ça se refroidit et tout cela avec le contact des obstacles qu'il y a des maisons, des clôtures construites par-ci, par-là. Donc nous les remercions. Nous tenons à les remercier pour avoir pris l'initiative d'instituer un organisme de gestion des catastrophes. Nous l'encourageons que demain après-demain, quand il va rentrer à Kinshasa, que ça ne puisse pas prendre beaucoup de temps, pour que les gens puissent être au sujet de ce que cet organisme sera chargé de quoi, de ceci ou de cela. On aimerait que ça se fasse. Nous tenons aussi en passant, d'abord par nous-mêmes, le consortium, mais aussi par le réseau Angel, qui ici, en République démocratique du Congo, particulièrement à l'est ici, s'est mis dans sa disposition, et s'est disposé donc à essayer un peu de faire des reportages que nous aurons dans les jours à venir aussi à rendre public par-ci par-là. Et nous remercions aussi en passant les gens de bonne volonté, des organisations aussi de bonne volonté qui sont intervenus, parce que comme vous êtes en train de le voir ici, partout ici il y avait des gens. C'est des maisons déjà ici engouffrées, c'est au moins à 5 mètres de hauteur, 6 mètres même, voire plus, que je suis en train de me situer ici. Et comme vous le voyez derrière moi là-bas, les gens qui sont en train de passer. Donc, il y a des maisons ici qui ont été engouffrées dans le lave, comme vous le voyez là-bas. Ça, c'est une clôture.
C'est une clôture, mais on ne sait pas la maison où est-ce que ça se trouve. On n'a pas vraiment, on ne sait pas comment vraiment on peut dire. Donc, nous remercions ces organisations pleines de bonne volonté qui sont intervenues, tant soit peu. Et nous les supplions aussi, encore qu'avec un peu de moyens qui puissent exister par-ci, par-là, où ils œuvrent dans le monde, et d'essayer vraiment d'intervenir, parce que le besoin est tellement grand, que comme nous sommes ici, nous savons qu'à Sake, il y a eu des gens, mais qui sont presque tous déjà rentrés ici à Goma. Nous savons qu'à Rutshuru, c'est vers derrière ces montagnes là-bas, la route c'est à ce niveau que la route passe, ça va là-bas jusque dans les montagnes là-bas, et derrière là-bas, c'est là que se trouve Rutshuru et Kiwanja, et quand vous montez encore plus loin, vous allez vers Butembo et tout autre territoire qui se retrouverait à ce niveau. Partout là-bas, il y a des gens qui sont partis. Et le Rwanda, comme nous sommes en train de vous le montrer comme ça, tout ça ici, mais ce que vous voyez là-bas, c'est ce qu'on appelle les collines de Rubavu. Et puis partout là-bas, c'est déjà les Rwandais qui descendent jusque-là. Nous supplions donc, et ça nous le faisons avec insistance, à toutes les organisations qui sont intervenues, tant soit peu, pour soulager le besoin en ceci ou en cela de gens, de les faire autant que possible. Voilà, c'était la présentation en vidéo de Philippe. Nous nous exigeons de la qualité, surtout les débuts où il y a... Bon, c'est ça, mais ce qui est important, c'est que le paysage est vraiment magnifique. Il a balayé de façon vraiment exhaustive la situation qui prévaut actuellement sur place là-bas. Voilà, il a expliqué un peu comment les familles commencent à revenir, à retourner, à s'installer, etc. Il a souligné le fait que le danger n'est pas totalement parti, c'est que le danger est permanent, les labs sont fumantes encore. Et voilà, l'appel qu'il a lancé au dernier moment, ça c'est vraiment un appel à toutes les organisations, à toutes les bonnes volontés, surtout aussi au gouvernement, à l'État congolais. Donc, de vraiment prendre à bras le corps la situation des populations locales dans cette zone-là, puisque les gens reviennent avant même que la situation ne se calme, parce que voilà, ils n'avaient plus d'autre issue, ils n'ont plus où aller. C'est là qu'ils ont vécu toute leur vie, et voilà, ils n'ont pas eu en face d'autres alternatives. Donc, ils sont obligés de revenir malgré que les dangers soient toujours apparents. Donc, voilà, vraiment nos remerciements à Philippe. L'environnement était vraiment fantastique. C'est regrettable, c'est quelque chose de malheureux, mais bon. Ce qui est à souligner aussi, c'est le courage et la résilience de la population, des familles, des enfants. Malgré la catastrophe, les enfants qui sourient, qui montrent que voilà, ils sont toujours des dignes fils, des enfants, des humains, donc qui gardent leur dignité, qui ont une identité, leur identité surtout culturelle, environnementale, donc ils tiennent à ça. C'est quelque chose de vraiment, vraiment à féliciter. Voilà, en gros, en résumé, c'est ce que je voulais tout simplement souligner. Virginie, si tu es là, voilà, si tu veux ajouter quelque chose. Oui, volontiers. On connaît bien les situations en commun. Hein. Moi, j'étais en live quand j'étais à Dubaï. J'ai eu tout le monde au téléphone entre l'UN, le HCR et puis sur le terrain. C'était la grosse catastrophe. C'est vrai que les gens sont revenus parce qu'ils n'ont pas le choix.
il n'y a pas d'aide. Il y a très peu d'aide. Il y a de l'aide, mais qui est vraiment au compte-gouttes, qui est quelquefois sélective. Et surtout, la situation là-bas, elle est normalement, ils auraient dû sortir de la ville pendant 15 jours et ils sont revenus au bout de 2 jours. Donc, parce que sur la route, OK, ils peuvent prendre la route à pied, il n'y a pas de camion, il n'y a personne pour les évacuer. Mais sur la route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de logement de fortune, il n'y a pas d'aide en fait. Donc, ce qui fait qu'au bout de 2 jours, ils sont tous rentrés à la maison dans les conditions qu'on connaît, c'est-à-dire que la lave passe sous la ville. La coulée de lave qui passe, qui a refroidi, mais en plus on a des coulées de lave sous la ville en fait, donc à quelques mètres, mais qui se déversent dans le lac. Le problème, comme je disais déjà tout à l'heure dans la conférence précédente, c'est que ce lac est rempli de poches de gaz et sans doute de pétrole. Et quand si par malheur la lave rentre en contact avec les poches de gaz ou avec les poches de pétrole, là, ça risque d'être une plus grande catastrophe qui n'est pas celle du volcan, mais qui est celle consécutive au volcan. Actuellement, ils sont revenus dans des zones d'habitation où la lave est refroidie à 50 cm à 1 mètre. Et ça, c'est très dangereux. Et surtout, on sait qu'un volcan, quand il est calme, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se réveiller. Mais je dirais même, quand un volcan est trop calme, quelquefois, c'est que il va se passer quelque chose. Alors, il y a Monsieur Bédé qui est avec nous, Niambélé. Je pense peut-être qu'il lui, il est plus côté climat et peut-être il peut aussi nous donner des informations par rapport à ça. Félix devait nous envoyer une vidéo, mais il a une super mauvaise connexion depuis ces dernières heures, donc sur Ouvira, donc il n'arrive pas à nous envoyer sa vidéo, malheureusement. Je vais vous parler juste un petit peu de la situation d'Uvira dont on a parlé précédemment aussi. Uvira, c'est une ville de 250 000 habitants qui est entre une rivière très puissante qui descend de la montagne et le lac Tanganyika. Le lac Tanganyika régulièrement déborde. La rivière, au moment des pluies, la rivière devient de plus en plus puissante. Elle doit passer par un pont qui est sous-dimensionné. Ça fait ce qu'on appelle un effet Karcher, c'est-à-dire que la puissance de l'eau est démultipliée par je ne sais pas combien, peut-être par 5 ou par 10. Et tout ce qui passe après la rivière, tout ce qui est sur le passage de la rivière, est détruit, c'est-à-dire les maisons. Alors, soit les maisons sont inondées par le lac, mais tout ce qui est sur le passage de la rivière qui descend de la montagne est détruit directement parce que l'eau peut être aussi un puissant outil de destruction, malheureusement. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, on a 50 000 personnes qui sont sans abri, qui se débrouillent tant bien que mal, qui n'ont pas d'aide, parce que ce sont des réfugiés climatiques et que la notion de réfugié climatique est assez récente et n'est pas prise en charge réellement, officiellement par les institutions classiques. C'est le pays qui est responsable, en fait, quand il y a une catastrophe naturelle, c'est le pays lui-même qui est responsable donc, de ces réfugiés climatiques. Et pour l'instant, nous nous retrouvons face à Goma, qui a une catastrophe liée non pas au climat, mais à la nature. Donc, ça fait partie des catastrophes climatiques, enfin pour moi en tout cas. Peut-être M. Bédet pourra nous donner des précisions par rapport à ça. Et de l'autre côté, nous avons Ouvira, où c'est l'eau qui monte et qui emporte tout sur sa route. Donc voilà, donc ça c'est une chose, et les deux normalement dépendent de l'aide gouvernementale directe, mais toutes les deux sont des zones enclavées, difficilement accessibles. Goma, c'est une zone enclavée surtout entre le volcan et la frontière du Rwanda et le lac Tanganyika. Et Uvira, c'est une région enclavée parce que la position de la région enclavée fait en sorte que les populations soient un peu plus en sécurité. Donc voilà, c'était un choix de la population, mais ce qui fait que c'est aussi difficilement accessible pour une aide de grande envergure, en fait. Niambélé, je ne sais pas si tu as des questions. Absolument, merci beaucoup. C'est toi qui... Voilà. C'est ça. En réalité, vous avez vraiment su bien résumé, surtout en revenant sur la situation à Uvira aussi. Il y a un autre aspect de tous ces problèmes liés au climat, effectivement, puisque ça, c'est l'érosion côtière qui fait que les populations sont obligées de se déplacer, leurs habitations sont englouties et peu à peu par la montée des eaux. Et ça fait que,
aussi, ils n'ont plus où aller, en fait, en réalité, puisqu'ils n'ont pas d'aide, ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas d'alternative proposée en face. Donc, c'est des gens qui n'ont même pas les moyens de déplacement, ni de nourriture, etc. Donc, ça va être difficile de faire déplacer toute cette masse sur une longue distance, ce qui fait que, bon, ils sont éparpillés un peu partout dans la ville de Ouvira. Voilà, mais Niambélé, j'ai juste quelque chose à ajouter sur Ouvira. Je crois que tu n'es pas au courant, c'est que le gouvernement nous a donné des terrains pour délocaliser les populations. Le problème, c'est qu'on n'a pas un sou, même pas pour planter une tente. Nous, on voulait trouver de l'argent pour faire des cabanes en bois démontables, pour que les gens puissent reconstruire une ville sur des terrains en sécurité. Donc, on a peut-être 200 hectares ou je ne sais plus, quelque chose comme ça. Malheureusement, nous n'arrivons pas à lever des fonds internationaux à notre niveau parce que nous sommes une organisation assez récente, que les organisations classiques demandent de l'aide pour des camps d'urgence. Nous ne demandons pas de l'aide pour des camps d'urgence parce que pour nous, c'est un piège pour ce genre de population. Nous demandons de l'aide pour que les gens aient un minimum vital de logement individuel, mais qui ne soit pas géré de façon collective comme dans un camp d'urgence, qui leur permettent de déplacer leur habitation en fonction de l'évolution du terrain, en fait, puisque nous, on aimerait bien pouvoir les aider à reconstruire leur vie et non pas à être dans un système de gestion de leur, comment dire, de leur alimentaire et de leur sécurité physique. Nous, ce qu'on veut, c'est leur reconstruire une vraie ville. Donc, à Ovira, on a des terrains, en fait. Donc, ça, c'est une chose dont on ne parle pas forcément, puisqu'on a différentes équipes, on n'a pas forcément tous les détails. Toutes les équipes n'ont pas forcément tous les détails. Donc, c'est pour ça que je voulais préciser. En fait, à Ovira, on a des terrains. Okay. On a des terrains, mais nous, ces terrains ne sont pas dédiés à des camps d'urgence. Ce sont des terrains que l'on veut dédier à la reconstruction communautaire d'une ville, une ville réelle, même si ce n'est pas en dur, c'est-à-dire même si ce n'est pas en pierre. Si c'est simplement avec des cabanes en bois, c'est déjà un énorme pas pour ces personnes qui aujourd'hui n'ont plus rien. Voilà. Donc, je voulais juste ajouter cette Pardon, un peu. Innovation communautaire, puisque la démarche, elle est basée sur l'approche communautaire. Tandis Exactement. que voilà, font changer, c'est-à-dire déplacer les populations de leur vie, de leur habitude pour leur offrir une autre habitude, une autre vie. Là, il s'agit de les maintenir dans leur quotidien, dans leur vécu, dans leur vie, dans leur culture, mais tout en leur apportant l'aide qu'il faut pour pouvoir voilà, les permettre de se réorganiser, de se relancer, etc. C'est ça la dimension innovative donc de cette démarche que vous mettez en place. L'essentiel, le plus important est fait, mais le plus important reste. Il y a l'espace pour reloger les familles, les déplacer, etc. Mais il vous faut beaucoup d'aide, surtout internationaux, pour que voilà, on puisse mettre quand même en œuvre tout le plan, le projet, etc., qu'on a construit avec les populations locales. Donc, pour permettre… Et il faut aussi que je précise, c'est que nous ne souhaitons pas mettre les gens sous perfusion, c'est-à-dire que ce n'est pas une aide intensive qu'on veut faire, c'est juste de l'autonomisation. On veut leur apprendre des métiers communautaires pour se relever tous ensemble et leur donner rapidement des outils pour qu'ils soient autonomes et justement qu'ils ne dépendent pas d'une aide alimentaire régulière et qu'ils puissent rapidement rentrer dans la vie ordinaire, pouvoir planter, etc. Parce que la région est riche. Les terres qu'on leur donne, ce sont des terres cultivables. Donc nous, déjà aussi, dans le modèle de ville, ce qu'on veut faire, c'est une ville autonome, qui soit autonome au niveau alimentaire. Donc pas une ville avec juste des bâtiments, une ville mélangée avec de l'agriculture, avec des jardins potagers, avec voilà, vraiment une ville vivante et où les gens peuvent se nourrir et s'auto-nourrir. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est on pousse les familles à dire, OK, vous pouvez aller travailler collectivement pour gagner un salaire, mais surtout pensez, surtout avec cette période de Covid, pensez à être autonome alimentairement, famille par famille. Et si ce n'est pas possible, groupez-vous par famille. Il y en a un qui fait du poulet, il y en a un qui fait des tomates, il y en a un qui fait… Et puis, ça fait une petite communauté qui devient autonome et qui arrive à survivre. Voilà, c'est ça qu'on veut.
Pardon un peu. Allez-y. Je voudrais ajouter quelque chose. Allez-y, allez-y. Ah, merci. C'est concernant l'aide qu'on veut donner à ces personnes-là d'Uvira qui ont été déplacées à cause de la montée des eaux. Donc, je préférais, c'est une suggestion que je voudrais donner concernant si on veut bien aider une communauté, il faut demander que la communauté aussi amène sa part. Donc, qu'il ne faut pas aller construire toutes les maisons, que ce n'est pas un genre ou bien une autre organisation qui va construire toute la maison, mais qu'on demande que la communauté, soit par exemple, puisse donner, si ce sont des maisons fabriquées dans les planches, que les personnes ou bien la communauté amènent les planches et puis l'ONG, prenons que c'est un job qui va faire ça, accepte de donner des tôles pour les personnes qui ont déjà amené des planches ou bien qui ont fabriqué des briques, que l'Angel va amener le ciment pour les personnes. Donc, c'est juste pour les accompagner, les encourager. Et comme ça serait une chose qui est très importante pour le moment parce que tous les ONG qui viennent pour aider dans nos pays africains, ils amènent tout. Et comme ça, les personnes ou bien la population deviennent indépendants, deviennent dépendants de ces aides. Donc, il faut que dans la communauté, les personnes ou bien la communauté elle-même amènent sa part. Donc, il doit donner sa force et comme ça, il va bien garder, que ce soit la maison, que ce soit les infrastructures qu'on les donne, ils vont les garder parce qu'ils ont souffert pour avoir ça. Si on les donne tout gratuitement comme ça, ils ne vous auront pas prendre soin de ces infrastructures. Donc, c'est une suggestion que je voudrais donner, c'est que si on veut les donner des maisons, c'est bon. Les donner des terrains pour construire, c'est bon. Mais il faut que on les demande à s'impliquer dans cette activité qu'on veut faire. Si c'est construire les maisons, il faut qu'on lui demande, OK, vous allez amener du sable, vous allez amener des briques, vous allez amener des planches, vous allez amener tout ça qui... Et comme ça, nous, comme organisation, on va vous appuyer en vous donnant les tôles, en vous donnant du ciment, en vous donnant peut-être aussi des ingénieurs qui vont construire, qui vont vous montrer comment construire. Donc, voilà. Donc, c'était ça que je voudrais donner comme suggestion. Merci. Et alors, c'est une très bonne suggestion et ça fait un peu partie de l'idée qu'on avait. Peut-être pas si loin, mais par contre, ça me rappelle, moi, je suis architecte des PLG de formation et j'ai travaillé longtemps sur des cités à problème dans le nord de la France. Des cités à problème, c'est-à-dire c'est des gens, en fait, qui n'arrivaient beaucoup, vraiment des cités de l'extrême où la plupart des gens dans ces cités ne payent pas leur loyer depuis plusieurs générations. Donc, ils sont tous au même endroit. Et puis, les enfants et même les adultes détruisaient leur écosystème. Parce que tout était donné. Même les enfants, ils avaient le cinéma gratuit, tout gratuit, exactement. Et c'était il y a 20 ans, mais ça, voilà, c'est un phénomène qui est proche. C'est-à-dire que tout leur était donné. Ils étaient extrêmement pauvres, mais tout leur était donné. Et c'est vrai qu'ils saccageaient leur environnement. Et nous, on avait fait un processus, en fait, avec l'agence dans laquelle je travaillais, qui était l'agence de Jean et Martine Patou à l'époque. Et le processus, c'était en fait de dire qu'il fallait impliquer les populations dans la rénovation des bâtiments. C'est-à-dire que si c'était la population qui peignait elle-même ou qui choisissait, enfin qui était impliquée dans dans le fait de mettre au propre une cage d'escalier, par exemple, eh ben ils en prenaient soin. Absolument. Et les gamins, ils allaient plus abîmer les choses, ou bien ils commençaient, mais ils se prenaient, je veux dire, il y a des remontrances par leurs parents, parce que cette cage, elle appartenait aux habitants. Absolument. Donc c'est vrai que tout donner, sans rien demander en échange, ça fait que les gens sont dépendants, ils sont plus actifs, ils ont des difficultés à repartir dans la vie normale, classique, je dirais. Et aussi, il y a aussi ce côté destructeur où on ne prend pas soin, voire on détruit les choses qu'on vous a données parce que ça n'a pas de valeur, parce qu'eux-mêmes n'ont pas été impliqués dedans. Voilà. Et je pense qu'on peut, comme je disais tout à l'heure, un être humain, c'est un être humain. Un être humain qu'on le retrouve en Occident, si on met les mêmes configurations en place sur un territoire africain, on se retrouve avec les mêmes problématiques finalement. Absolument. Donc voilà, donc trop aider les gens, déjà, c'est pas les aider. Et et en plus, ça peut même avoir des effets complètement inverses de ce qu'on pensait. Alors, nous, notre idée à nous, c'est vraiment de les impliquer
Donc, ça veut dire que nous, l'idée qui est pour l'instant pas forcément arrêtée, mais par rapport à ces petites maisons de bois, en fait, vraiment, ces gens n'ont vraiment plus rien. Ils peuvent même plus acheter une planche de bois, hein, vraiment rien. Ils ont tout perdu. Donc, l'idée, c'était de dire, OK, on amène ces maisons, on trouve des financements pour ces maisons, mais ces maisons sont données en échange de prêts symboliques. C'est-à-dire que si ces personnes arrivent par leur activité à rembourser le prêt, c'est super génial et ça leur ouvre l'opportunité de pouvoir avoir un prêt plus grand pour construire une maison en dur. Les gens qui sont handicapés, qui ne peuvent vraiment pas du tout entrer là-dedans, eh ben, ce prêt qui est symbolique, s'ils n'arrivent pas à le rembourser, dans ce cas-là, ben, ils n'ont pas cette possibilité-là, mais on leur donne d'autres solutions. Et ça permet comme de donner une sorte de challenge communautaire, de dire, voilà, OK, c'est ma maison, mais on ne me l'a pas donnée, c'est moi qui l'ai gagnée. Et je l'ai remboursée, ma maison. Donc, c'est ma maison. Ça, la Voilà. dignité. Tandis qu'une maison qui est donnée, on peut vous la reprendre. Une maison que vous avez gagnée à la sueur de votre front ou pour laquelle vous avez participé à la création, c'est votre maison. C'est pas pareil. Voilà. Ça restaure au contraire la dignité, Exactement. le fait d'avoir perdu l'autre logement, de se retrouver les mains vides, etc. C'est que si tu as une autre maison, mais que tu as pu contribuer à l'acquérir, ça, c'est ça qu'on appelle restaurer la dignité, voilà, de ces personnes. Et c'est en quelque sorte, eux-mêmes, ça reconstruit leur fierté. Donc, ça veut dire qu'ils deviennent fiers d'eux. Donc, ça maintient la confiance en eux et ce qui maintient la cohésion, etc., dans leur environnement. C'est ça, toute l'importance de cette approche qui est vraiment communautaire, mais qui est innovante. Vraiment, c'est quelque chose de très innovant. Dans la gestion des réfugiés dans le monde, ce qu'on observe, c'est, bon, il y a un mot que vous avez lâché un moment, ça c'est vraiment, je vais louer le mot, je vais reprendre. C'est que les gens se retrouvent voilà, carrément sous supervision, voilà, des aides, tout est venu, même l'école, voilà, est transplantée dans les camps de réfugiés, les centres de santé, les médecins, les psychologues, etc. Alors que dans leur vie quotidienne, dans leur vie normale, je vais dire, ils n'avaient pas tout ça, ils n'avaient même pas accès à l'école, ils n'avaient pas accès à un psychologue, à un voilà, médecin, etc., etc. Maintenant, dès qu'ils ont accès à ça, ça crée une sorte de dépendance, puisqu'on va trouver que c'est des privilèges, donc c'est des opportunités qui nous est données qu'on n'avait pas. Donc, ça crée une certaine dépendance vis-à-vis voilà, de ces services, de ces offres. Voilà, tout en sachant quand même, Niambélé, que c'est quand même normal que les enfants aillent à l'école. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce qu'avant, ils n'avaient pas que c'est… Voilà, ça amène quand même des choses en plus. Mais le fait d'attendre qu'on vous donne à manger, le fait de ne pas être autorisé à exercer un métier, le fait de… ça fait que tout cet élan qui peut permettre à quelqu'un de devenir autonome va s'éteindre. C'est une flamme, en fait. L'entrepreneuriat, finalement, c'est cette petite flamme de vouloir s'en sortir, vouloir être entrepreneur de sa vie. Et ben, tout cet écosystème, finalement, ça éteint cette flamme. Alors que simplement, si on dose un peu différemment, qu'on soit équitable, hein, je ne parle pas d'égalitaire, mais d'équité. Par exemple, une personne handicapée, c'est clair qu'on l'aide un peu plus qu'une personne qui n'est pas handicapée. C'est normal. Ça s'appelle l'équité. Parce que si on est égal, on donne la même chose à la personne handicapée qu'à l'autre personne. Et là, on a un problème. Mais c'est vrai que… il faut faire quelque chose, surtout qu'on va avoir de plus en plus de réfugiés climatiques. On va avoir de plus en plus de gens comme ça qui vont se retrouver sans plus rien. En Europe, là, j'ai vu encore récemment un Caritas qui a parlé de la situation à Genève et qui a parlé d'une chose dont j'avais parlé au mois de juin de l'année dernière et personne ne m'a cru. Où j'ai dit, écoutez, à Genève, il y a beaucoup de gens fragiles. Avec le coronavirus, le coût de l'alimentation a augmenté. Il y a beaucoup de gens qui vont être précarisés et il y en a beaucoup qui vont se retrouver sans abri. Et bien là, maintenant, à Genève, dans les parcs de Genève, commencent à s'installer des sans-abri qui étaient avant des habitants de Genève. Voilà. C'est juste pour dire que ça touche tout le monde dans le monde. C'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde et qu'il faut faire quelque chose et et en même temps garder la dignité des gens, parce que si les gens n'ont plus de dignité, ils n'ont plus de rêve, ils n'ont plus de futur et ils n'ont pas d'avenir. Absolument.
Ok, BD voudrait prendre la parole. Ouvrez le micro est fermé, BD. Monsieur BD, ouvrez votre micro. Voilà. Bon après-midi. Merci, bon après-midi à vous. Je commence par me présenter. Depuis le matin, je participais. Et dans le sujet du changement climatique avec les déplacés climatiques est un sujet très délicat aujourd'hui dans le monde entier. Absolument. Et puis, comme vous parlez des réfugiés climatiques et de comment les aider à se relever, ça se revient dans ce qu'on appelle la résilience climatique, c'est-à-dire apprendre aux gens à s'adapter à des phénomènes et à des catastrophes naturelles, surtout que ces catastrophes deviennent de plus en plus récurrentes. Par exemple, ici à Bujumbura, depuis depuis la rivière Rusizi jusqu'au sud de Rumonge, il y a des déplacés causés par la montée du lac Tanganyika. À Gatumba, il y a plus de 4000 personnes qui sont sans abri par la montée des eaux de la rivière Rusizi. Barusizi et Horusizi se sont débordés à tel point que tout le quartier Gatumba, Kajaga, donc toute la commune au fait, soit déplacée. Ça dépasse l'entendement en fait. Alors, si on pense à les aider à se relever, donner gratuitement, ce serait la promotion de la dépendance. Plutôt, il faut pratiquer ce qu'on appelle la résilience climatique. Autrement dit, si une catastrophe se produit, il faut que les gens s'adaptent, bien connaissent comment se lever indépendamment des autres. C'est ça. Alors, d'abord, il faut l'implication des dirigeants, l'implication de la communauté locale, l'implication des ONG travaillant dans le domaine, et puis surtout la formation des habitats locaux. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui souffrent beaucoup plus davantage et plus que les dirigeants. Ce sont eux aussi qui le matin, surtout sans abri, qui en train de les activités se trouvent sans logement, qui en dormant se trouvent des gens portés par les eaux, qui d'une façon générale, tous les biens sont déportés par les eaux. Et voilà, ce sont ces gens qui ont besoin vraiment de la formation d'abord pour les aider à la culture du risque. Donc, savoir que l'environnement, c'est leur patrimoine. D'abord, même s'ils sont emportés, quelquefois, bon, dis-moi, la nature française doit se venger. Quelquefois, ce sont ces gens qui ont dépassé les limites, construisant au bord du lac, construisant leurs maisons au bord de la rivière, donc dans les zones tampons. C'est vrai, il y a des lois réglementaires, il y a des normes qui ne sont pas été respectées. Et là, c'est peut-être la défaillance de certains gens, ou bien de la politique environnementale dans certains pays, mais vraiment, pour qu'on dépasse à ça, il faut que ces gens sachent d'abord obéir à l'environnement et puis savoir si le phénomène arrive, il faut savoir s'adapter et comment déjouer. Bien sûr, il arrive que par exemple, l'éruption volcanique, c'est difficile à éviter, mais aller construire sur le bord du lac ou bien sur le bord de la rivière, c'est vraiment un problème au niveau de l'environnement, au niveau de la communauté. Absolument. Et les enfants qui vont naître dans cette zone, ils vont penser que c'est leur terrain, alors que c'est un terrain vraiment à risque. Absolument, absolument. Quand on parle de changement, quand on parle de déplacés climatiques, c'est trop complexe. C'est trop complexe, c'est pourquoi? Parce que le changement climatique, comme conséquence de la sécheresse. Ça, chez nous au Burundi, c'est par exemple à l'intérieur du pays, à Kirundo, à Muyinga, à Kar aussi, on a des sécheresses qui ravagent toute la région nord. Il y a les inondations qui ravagent la ville de Bujumbura et d'une façon récurrente. Par exemple, en 2010, l'hôpital de Kabezi a été emporté totalement. En 2014, nous avons perdu presque 100 personnes. 100 personnes ont trouvé la mort. En 2018,
Oui, en 2018, on avait perdu 24 personnes à cause des inondations. En 2020, il y a déjà une année, on a perdu 2 personnes. Il y a chaque fois l'imputation des voies de communication. La route Bujumbura-Rumonge fonctionne de temps en temps, même aujourd'hui, il y a 2 semaines, ça ne fonctionne plus. Il y a la route Bujumbura-Bubanza qui se sont vraiment amputés par les inondations, par la mauvaise exploitation des gens, donc des terres. Oui. Autrement dit, c'est une question vraiment qui est devenue une problématique humanitaire au niveau international, particulièrement au Burundi. Absolument. Alors, chez moi, qu'est-ce que je peux dire par là? Il faut apprendre aux gens de respecter d'abord l'environnement. Faire des conférences, faire des formations, multiplier des conférences, bien des jeux, implanter des clubs aux écoles, ou bien former les jeunes surtout qu'il y ait la culture du respect de l'environnement, de culture du respect, parce que les précipitations intenses qui se produisent ici chez nous dans les pieds des Grands Lacs, oui, ça a de multiples causes. Là, on ne peut pas éviter. Mais quand même, il faut protéger là où on est. Donc, la zone, donc l'habitation, il faut protéger, savoir comment exploiter ma terre, savoir comment protéger mon sol, ainsi de suite. Et voilà, finalement, on développe la résilience et en même temps l'adaptation à ses effets. Et puis avant d'arriver à cette adaptation ou bien plutôt à cette résilience, il faut aussi penser à l'atténuation. Donc, changement de comportement, comment vivre avec l'environnement, comment vivre avec le Tanganyika. Parce que c'était en 1869, c'était la première montée du lac Tanganyika. Il y avait la conférence entre 4 pays qui le partagent. C'était le Congo, c'est le Burundi, c'est le Rwanda, c'est aussi la Malawi. Alors, on avait fait une réalité vraiment très, très, très spéciale. Mais personne n'a obéi. C'est là alors qu'on avait instauré depuis le bord du lac 150 mètres de zone de tampon. Mais aujourd'hui, allez voir, même un mètre, il ne se trouve pas. C'est dommage. Et voilà, en 1969, en 1981, les eaux ont monté aussi. En 2000, les eaux ont monté, mais avec moins de dégâts. Mais cette fois-ci, c'est catastrophique. C'est catastrophique. D'une part, il y a le non-respect des textes réglementaires. D'autre part, il y a la culture du respect de l'environnement que nous avons, surtout dans les pays noirs. Ici, chez nous, c'est vraiment explorable. Allez voir le lac Kivu, le lac Tanganyika, le lac du nord du Burundi, sombrés par des plastiques. Tous les déchets de la ville de Bujumbura se jettent dans le lac Tanganyika. C'est explorable. Et voilà, finalement, il faut apprendre déjà, pour la résilience, il faut apprendre aux gens la culture du respect de l'environnement. Et ainsi respecter l'environnement, c'est se protéger. C'était ça. Absolument. Merci. Vraiment, merci beaucoup pour cette intervention, vraiment de très grande qualité. Ça nous montre effectivement toute l'importance de s'occuper de son environnement, de prendre soin de son écosystème et d'éviter d'agresser vraiment l'environnement, puisque à force d'agresser l'environnement, donc un beau jour, il encaisse, mais un beau jour, il rend tout. Et lorsque l'environnement rend, ça, c'est pas bon pour les humains qui sont dans les entourages. Ça, franchement, ça interpelle tout le monde, y compris les pays industrialisés, les pays développés, puisque nous, en Afrique ici, malgré qu'on n'a pas beaucoup de développement industriel, mais on est frappé de plein fouet des effets de l'agression de l'environnement, de l'écosystème mondial de façon générale. Merci beaucoup pour cette intervention. Virginie, si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, je voulais juste ajouter que par rapport à l'environnement, donc nous, on est en train de lancer un programme Angels
pour l'agriculture et pour l'environnement au Bénin et au Sénégal, où on va essayer justement d'essayer de trouver des façons de faire pour que l'agriculteur n'abîme pas son terrain et qu'il le valorise et peut-être qu'il le régénère. Parce qu'il y a des façons de faire, hein. Simplement, c'est clair qu'on sort des circuits traditionnels, des circuits industriels, mais chaque agriculteur, chacun dans son coin, s'il est lui-même respectueux de sa terre, qui n'est pas justement comment dire, acculé à payer des dettes, parce que nous, notre réseau aussi, c'est de dire, OK, un agriculteur, déjà, il doit faire attention à sa terre, mais aussi à ses graines. Mais si d'un seul coup, il est dans la famine, il va manger ses graines. S'il n'a plus de graines, il va rentrer dans un système industriel qui va lui demander de prendre des graines qui vont fonctionner avec des intrants qui vont abîmer le sol. Donc, pour moi, c'est super important, c'est d'aider l'agriculteur en cas de famine. C'est-à-dire lui donner ce petit coup de pouce, un petit peu, je parlais tout à l'heure de Genève, où si on avait donné ce petit coup de pouce à tous ces gens qui n'arrivaient plus à payer leurs factures alimentaires, ils ne seraient peut-être pas maintenant dans les parcs comme SDF. Donc, juste un petit coup de pouce, un petit budget juste de dépannage pour que les agriculteurs fassent attention à leurs graines, qu'ils ne mangent pas leurs graines, qu'ils puissent aussi peut-être les stocker dans de bonnes conditions, parce que les graines, il y a aussi le problème avec l'humidité, la sécheresse, etc., les animaux, où les graines disparaissent aussi. Pour moi, la richesse de l'agriculteur, c'est ses graines. Et si les graines sont en danger de par la pauvreté de l'agriculteur ou de par l'écosystème, alors il n'y a pas de futur, parce que sans graines, il n'y a pas de culture. Et sans culture, il n'y a pas d'élevage. Et c'est tout un enchaînement qui fait que ce qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui, c'est que c'est un petit peu comme les abeilles qui disparaissent en Europe et aux États-Unis et qui ont disparu dans certaines parties de Chine. Les abeilles, sans abeilles, il n'y a pas de pollinisation. Sans pollinisation, les graines qui ont germé ne vont pas pouvoir aller essaimer ailleurs. Et tout ce système-là, c'est un écosystème. Et s'il y a une rupture de cet écosystème à une partie ou à une autre partie de la chaîne, eh ben, il y a tout qui va s'effondrer. Alors peut-être pas sur une période de 10 ans, peut-être sur 50 ou 100 ans, mais dans 100 ans, après, ce sera trop tard. Aujourd'hui, il est encore temps de faire attention à ce qu'on plante, à comment on plante, comment on fait pour planter sans abîmer son environnement, voire peut-être renouveler son environnement avec les plantations. Par exemple, il y a des grands, en Europe, on a voulu faire des grands champs, on a enlevé toutes les haies, etc., pour pouvoir faire passer des grosses machines. Le problème des grosses machines, aujourd'hui, on y revient, c'est que c'est toute la nature qui allait se cacher dans les haies, tous les animaux, tous les insectes, tout l'écosystème qui a disparu dans certains champs, simplement parce qu'on a voulu faire de l'industriel, de la masse, pour faire passer les grosses machines, pour aller plus vite, pour avoir plus de rendement. Mais la question à se poser, c'est quoi l'enjeu? C'est de faire plus de rendement pour finalement donner des graines à des gens qui vont faire des bénéfices et où l'agriculteur vient toucher finalement sur ce bénéfice final? Ou est-ce que l'important, c'est de maintenir un écosystème positif qui va permettre aux gens de monter dans la richesse et de pouvoir créer de la richesse autour d'eux? Moi, je pense que c'est ça un des fondements en fait, du problème. Parce que pourquoi est-ce que d'un seul coup, un agriculteur se met à planter telle ou telle graine? Souvent, c'est parce qu'il n'a pas le choix. S'il avait le choix, je pense qu'il préférerait planter ses graines traditionnelles. Et aussi, il y a une chose à mettre en place sur l'Afrique, ce sont des agroscopes, comme on a fait en Europe. En Europe, on a des agroscopes qui améliorent aussi la qualité de rendement des graines sans abîmer l'écosystème. Et ça, c'est aussi important, de créer des organismes qui s'occupent en fait d'améliorer les graines. Comme nous, au Moyen-Âge, on avait différentes sortes de blé, on avait des centaines de sortes de blé. Aujourd'hui, on n'en a plus beaucoup, mais ce sont des essences qui ont été croisées, recroisées naturellement et qui ont créé des nouvelles variétés qui sont soit plus résistantes à certains insectes qui sont arrivés au milieu, soit par rapport à la sécheresse. On parle de sécheresse. Je me souviens, il y a 20 ans, 30 ans, on parlait de transgénique avec les graines, mais c'était l'idée au départ, c'était pas de faire du commerce ou autre, c'était de faire pousser des plantes dans des écosystèmes négatifs, c'est-à-dire de faire pousser des tournesols sur la banquise. C'était ça le transgénisme au départ. Absolument. Et aujourd'hui, c'est devenu un système commercial fermé où les gens finissent par être enfermés et ne plus pouvoir s'en sortir. Et ça c'est pas ce qu'il faudrait faire. Par contre, créer des agroscopes qui s'intéressent à la santé de la terre, qui s'intéressent à la multiplication des graines, etc., ça a du sens. Surtout qu'il y a
j'imagine des centaines de variétés en Afrique. On peut améliorer des variétés. On parlait de résilience climatique, ça peut faire partie de cette résilience climatique. Les variétés, elles évoluent par elles-mêmes au long des siècles. Mais là, le problème, c'est que le changement climatique, il est rapide. Donc, les variétés, elles ne vont pas avoir le temps de se changer comme elles l'ont fait pendant des millénaires. Donc, c'est à nous à les aider à aller plus vite en essayant de trouver des croisements qui sont plus intéressants et qui seront adaptés plus facilement à des terrains où il y a la sécheresse. Comment dire, moi j'habite dans une région de montagne et comment dire, j'avais vu comment dire, non, on peut, enfin, comment je explique ça? On peut pas faire pousser n'importe quel arbre ici, parce que j'habite à 1000 mètres d'altitude. Par exemple, les arbres fruitiers ne poussent pas parce que les variétés classiques d'arbres fruitiers ne résistent pas chez nous. Alors que dans le temps, il y en avait, mais ces variétés ont disparu. Donc, il faut aussi aller chercher dans le passé. Il faut voir s'il y a des choses qui ont été sauvegardées, puis faire des croisements et essayer de faire en sorte de créer des variétés, par exemple, qui s'adaptent au changement sans abîmer les sols. C'est surtout ça qu'il faut garder en tête parce que c'est vrai que si on parle agriculture au Brésil, on rase une partie de la forêt, on exploite pendant 10 ans, puis après le sol, il est mort pour toujours. Et ça arrive dans certaines régions d'Afrique. Et c'est vrai que plus le sol il est fragile et plus il faut en prendre soin. Et si le sol avant c'était de la forêt, ben, c'est clair que ça ne va pas devenir un sol riche et fertile pour des millénaires. Ça veut dire qu'il faut progressivement travailler la terre pour qu'elle reste fertile et qu'elle ne s'appauvrisse pas comme ce qui se passe maintenant dans plein de régions du monde. Voilà, c'est juste. Très important. D'aparté. Je pense que vous avez abordé un aspect extrêmement important, surtout lorsque vous parlez c'est-à-dire garder les semences dans leur état naturel pour les éviter de transformation chimique industrielle. Extrêmement important de garder les sols en leur état naturel, mais tout en les exploitant, c'est-à-dire simplement ne pas les abîmer, pas de produits chimiques, etc. Ça, c'est des messages extrêmement forts que nous devons, qui retiennent notre attention. Surtout nous, ici, en Afrique subsaharienne, où voilà, on est confronté, on est tourmenté au beau milieu de plusieurs choses à la fois. Il y a le changement climatique qui a ses effets vraiment néfastes sur les populations, les cultures et les terres. Il y a les crises sécuritaires qui s'ajoutent, qui font que très souvent, même les peu de semences, c'est-à-dire qu'on avait gardé dans les greniers, etc., aux besoins pour les exploiter, finalement, les crises ont fait que les gens ont tout brûlé, tout est parti en fumée. Donc, les paysans au village n'ont plus de semences naturelles, n'ont plus rien dans les greniers, ils n'ont même plus de céréales, il n'y a plus rien. Maintenant, ils sont obligés de tout reconstituer à nouveau. Maintenant, reconstitution qui va peut-être les amener à utiliser des graines déjà traitées chimiquement, etc., etc. Mais les graines naturelles, déjà, peut-être là, tout est déjà parti en fumée à travers les crises. Donc, c'est extrêmement important d'avoir souligné cette partie. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les intervenants. André, vous voulez dire une petite dernière chose? J'avais vu que quelqu'un avait levé la main un moment. Sinon, vraiment, oui, allez-y, allez-y. Merci beaucoup. Bon, en fait, je n'avais pas beaucoup de choses à dire. C'est juste pour vous remercier de cette initiative, aussi vous remercier de cet événement avec un thème qui est très important. Je pense qu'on va suivre avec les autres. Et seulement que ce que je peux ajouter, c'est que vous avez parlé, ça concerne le climat, le changement climatique et tout ça. Je voudrais vous informer que depuis vendredi, on était allé voir des personnes, des réfugiés, des sinistrés. Bon, en fait, bon, je crois qu'on ne vous entend plus et vous avez coupé plutôt le micro.
OK, maintenant ça va? Maintenant, ça va, c'est assez clair. OK, merci beaucoup. J'étais en train de dire que pour le moment, Il n'y a pas de son. Oui, il n'y a pas de son encore, c'est coupé. Je crois que vous avez allumé deux appareils, ce qui fait qu'il y a un peu d'interférence et que le son, il y a un peu d'ondulation. Voilà. je pense que on est tout proche avec Bed, Nihaniza. Donc, c'est raison pour laquelle il y a une interférence entre nous. Donc, j'étais en train de parler que on avait, depuis vendredi, on a fait des activités pour appuyer les sinistrés des réfugiés climatiques qui est à Rumongue, où on avait donné quelque chose, donc sous le nom de, en partenariat avec Régénération Matrix, on avait allé voir des personnes, c'est plus de 120 familles qui étaient en besoin d'avoir quelque chose à manger, on pourrait les appuyer pour ça. On avait aussi donné du ciment pour qu'ils puissent reconstruire leurs maisons parce qu'ils ont abandonné des anciennes maisons. Quand Virginie a dit qu'à Ouvila, on les a donné des terrains. Ici aussi au Burundi, on les a donné des terrains. On les a demandé qu'eux, ils vont construire des nouveaux maisons avec des briques. Nous, on avait les proposé qu'on va les soutenir en les donnant du ciment pour construire, mais eux, la population de ces réfugiés climatiques vont faire, donc ils vont donner des briques, ils vont amener aussi le sable, ils vont amener le sable, ils vont amener donc le sable, les briques. Et nous, qu'est-ce qu'on va les appuyer? On va les appuyer en les donnant du ciment, en les donnant des toits. C'est ce que nous avons déjà commencé à faire. Donc, c'est juste pour qu'il y ait l'implication, pour demander leur implication dans tous ces travaux-là qu'on va faire, qu'on va mener et qu'on le fait ensemble. Parce que si on fait des choses comme une aide seulement, sans demander l'appui ou bien l'implication de la communauté, ça ne va pas durer, ça ne va pas durer. Raison pour laquelle on avait commencé à faire ça. Donc, c'est quelque chose que je voudrais vous partager aujourd'hui. Donc, ici au Burundi, on a fait cela et on envisage de faire encore cela, donc pour qu'on puisse arriver, parce que bientôt, ils vont terminer à avoir, je pourrais dire, le hangar. Ils auront besoin de tôles. Donc, on les a donné du ciment. Donc, bientôt, ils auront besoin de toiles. Donc, on va encore faire un petit fundraising. On va passer par des amis pour qu'on puisse trouver des toiles pour ces personnes qui se sont engagées eux-mêmes, qui ont dit, OK, on ne peut, malgré que nous sommes des sinistrés, malgré que nous avons subi ces catastrophes naturelles causées par le lac, la montée du lac Tanganyika, nous ne pouvons pas croiser les bras. Donc, on a besoin que cet exemple puisse être utile aussi pour ces deux villes, qu'il ne faut pas que la population reste comme si ils sont rien, ils ne pourraient rien faire. Donc, il faut les encourager à travailler, il faut les encourager à s'impliquer dans tout ce qu'on veut faire pour eux, mais qu'ils puissent mettre la main et aussi qu'ils puissent donner la force. Donc, merci beaucoup de ce que vous venez de me dire. Je voudrais vous partager cela. Et merci beaucoup, Yambele. Vraiment, merci pour la qualité de la contribution. Ça, vraiment, c'est une expérience qu'on peut partager dans nos pratiques. Je crois que à ce stade, on aurait fait le tour d'horizon sur ce sujet, les réfugiés, les aides et aussi, voilà, les innovations, surtout l'approche qui est communautaire. Ça, je tiens à le souligner encore une fois. C'est quelque chose de très, très important qu'il va falloir explorer encore, mais qu'il va falloir soutenir. Donc, j'en appelle à toutes les bonnes volontés, à voilà, tous les contributeurs au niveau local, mais surtout au niveau international. Voilà, voici des expériences, voici des projets, voici des idées qui méritent d'être soutenus, qui n'attendent que du soutien, de vos soutiens, puisque voilà, les porteurs n'ont pas à eux seuls la possibilité de réaliser ce rêve de milliers et de milliers de familles qui sont en détresse.
Donc, je vous appelle voilà, à demander votre soutien, votre bienveillance, à faire en sorte que ce projet soit une réalité et que les espoirs puissent être renaître et que les dignités puissent être redorées et que voilà, les familles retrouvent leur quiétude, leur voilà, stabilité d'antan. Madame Virginie, c'était en quelque sorte les quelques mots de conclusion que j'avais personnellement moi, puisque on a abordé pas mal de situations dans le sujet. Si vous avez une dernière chose avant qu'on puisse passer aux invités suivants. Oui, alors je voulais juste préciser que, comment dire, que Papy, donc André Karoubi, est dans notre réseau Angels et s'était proposé pour développer le réseau Angels sur son pays. Oui. Et donc, ça fait partie, toutes ces idées que je mets en avant font partie en fait de l'écosystème Régénération Matrix et des choses qu'on essaie de mettre en place, qu'on a pensé depuis quelques années, tous ensemble. Niambélé, donc ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble. Voilà. Avec Papy, ça fait combien? Je ne sais pas, enfin, ça fait aussi un petit bout de temps aussi, un peu moins, je pense, mais un petit bout de temps. Et puis maintenant, on passe à la phase opérationnelle. On a fait beaucoup d'études, beaucoup de projets. Et maintenant, on a des populations dont on se sent responsable. Et maintenant, il faut lever des fonds, tout en sachant que nous ne voulons surtout pas, comme je disais, mettre ces fonds sous un régime de perfusion, mais sous un régime simplement d'aide, d'entraide et de soutien à des gens afin de leur permettre de sortir de la pauvreté et de rapidement redevenir autonomes et de reprendre leur vie ordinaire et qui va leur permettre après déjà de retrouver leur dignité en tant que personne et de se reconstruire, d'avoir un avenir et comme je disais tout à l'heure, des rêves et puis aller de l'avant et puis créer de la richesse pour leur pays. Parce que c'est tout ce qu'on leur souhaite de mal, c'est de créer de la richesse pour leur pays. C'est ça. Absolument. Merci beaucoup, merci à tous, merci aux invités et nous remercions aussi Philippe pour la vidéo qui a servi de base de cette discussion. Et nous vous disons vraiment à la prochaine. Je sais qu'on aura d'autres séances très bientôt qui va aller en profondeur encore, surtout sur les projets spécifiques Angel qui s'implantent un peu partout dans cette zone au Congo, mais aussi un peu partout en Afrique. Voilà, aller plus en détail dans la mise en place, la réalisation de ces projets. Voilà. Nous vous invitons toujours à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, etc. Voilà. Merci beaucoup et merci à tous et à tout à l'heure. Je vous salue. Merci.